Donc, bonjour Julie, Bonjour Noémie. je suis contente que tu sois avec nous aujourd'hui parce que toi, tu es analyste des milieux aquatiques à la direction de la qualité des milieux aquatiques au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Et tu es avec nous aujourd'hui pour nous partager ton expertise et tes connaissances sur les macro-invertébrés benthiques. C'est bien ça? C'est bien ça, tu as très bien fait l'introduction. Donc, on va explorer aujourd'hui les macro-invertébrés benthiques détectés grâce aux échantillonnages d'émissions ADNO. Donc, ma première question pour toi, Julie, c'est qu'est-ce que c'est qu'un macro-invertébré benthique? En fait, les macro-invertébrés benthiques, souvent on les appelle benthos pour simplifier, on l'appelle le benthos. C'est tous les organismes qui vivent dans le fond des cours d'eau ou bien des lacs. C'est des organismes qui n'ont pas de colonne vertébrale, bien sûr, puis qui sont visibles à l'œil nu. C'est pour ça qu'on dit macro-invertébrés. Donc, c'est ça. C'est ça des macro-invertébrés. Donc, c'est une grande famille. Ça peut inclure autant des insectes que des petits mollusques, des crustacés. C'est tout ce qui vit au fond du cours d'eau? Exactement, exactement. Dans le fond, il peut y avoir des crustacés, des vers, des insectes qui peuvent être sous forme adulte ou sous forme larvaire, parce que souvent, ce que les gens ignorent, c'est que dans le milieu aquatique, euh, il y a beaucoup d'insectes qui naissent dans le milieu aquatique, mais après ça, ils vont être terrestres, ailés et tout ça là, par la suite. Donc, il peut y avoir des crustacés aussi. En tout cas, finalement, c'est un regroupement de plusieurs ordres d'organismes, finalement. OK. Ben oui, c'est vrai, parce que souvent, on connaît la version ailée d'un insecte, mais on se pose peut-être pas la question, est-ce qu'il y avait un autre stade avant, puis où est-ce qu'il était cet autre stade-là? Euh, Puis j'ai envie de te poser la question, pourquoi est-ce qu'on étudie les macro-invertébrés benthiques? Puis dans le cadre de Mission ADNO, quand on cherche à établir l'état de santé d'un cours d'eau, est-ce que c'est pertinent de regarder les macro-invertébrés benthiques? Ben, nous, au ministère, la première raison pour laquelle on utilise les macro-invertébrés béatiques, c'est vraiment pour statuer d'un état de santé d'un cours d'eau. Alors, OK. c'est vraiment notre but. Dans le fond, tous les organismes vont avoir différents codes de tolérance à la pollution, si on veut être général. Donc, il va y avoir des organismes qui sont très sensibles à la pollution, d'autres qui vont être très résistants. Fait que nous, c'est en étudiant l'ensemble de la communauté, donc de tous les organismes qui vivent, que ce soit des vers, des, euh, des mollusques, des insectes. C'est en étudiant cette composition-là qu'on donne un diagnostic finalement pour savoir si le cours d'eau est en santé. OK. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de classes plus précises ou de genres qui sont très sensibles à une pollution ou une perturbation, puis d'autres qui sont très résistants? Oui, en général, on parle souvent des EPT dans notre jargon, c'est les Ah, éphéméroptères, les plécoptères, les trichoptères, qui sont tous des insectes, qui sont généralement reconnus pour être des organismes qui indiquent une bonne qualité du milieu finalement. OK. Alors, dans un milieu, quand il y a beaucoup d'insectes, puis il y a beaucoup de ces ordres-là en particulier, généralement, ton milieu est en santé. Puis d'une façon, au contraire, si tu as beaucoup de vers ou bien des chironomidés qui sont des larves d'une sorte de... C'est un diptère, donc une sorte de mouche, des petits moucherons. Bien, OK. ils prolifèrent dans un milieu, bien, souvent, on dit que le milieu est affecté. Julie, est-ce que les macro-invertébrés benthiques sont importants dans la chaîne alimentaire des écosystèmes aquatiques? Oui, ils servent de nourriture à plusieurs espèces de poissons, d'amphibiens et d'oiseaux. Par exemple, la truite mouchetée, tout le monde connaît la truite mouchetée, donc l'omble de fontaine, si on utilise le vrai terme pour la nommer. Mhm. Ben, elle va manger des vers, des sangsues, puis des insectes. Donc, ça, c'est toutes des macro-invertébrés benthiques. Donc, c'est souvent pour ça que les gens euh, comme ils mangent des insectes, ben, les gens font des mouches qui ressemblent à des insectes pour attraper les trucs mouchetés ou d'autres poissons. Là. Donc, Ah oui, donc les leurres qu'ils mettent au bout de leur canne à pêche, ils essaient d'imiter bien les sûr. insectes. Ah, voilà, c'est cool ça. Euh, Puis, lorsqu'il est question de macro-invertébrés, ben, tu sais, toi, dans ton travail, c'est quoi la différence entre un échantillonnage classique et un échantillonnage à l'aide d'ADN environnemental comme on a fait avec Mission ADNO? Est-ce que les deux sont équivalents? Est-ce qu'il y a des forces dans l'un ou dans l'autre?
Bon, dans le fond, ben, dans les deux cas, ça commence toujours par une visite de terrain. Ouais. Pour récolter les macroinvertébrés benthiques, souvent, on va frotter les pierres, on va frotter les branches qui sont dans le fond du cours d'eau, on va passer un filet à travers les plantes aquatiques, dans les berges qui sont sous l'eau. Donc, c'est la façon que nous, on utilise. Il y a d'autres façons, on pourrait élargir, mais ce que nous, on fait généralement, c'est ça. OK. Donc, après ça, ben, ce qui diffère beaucoup, c'est la façon d'identifier. Nous, c'est l'identification classique. Donc, on met des organismes sous un binoculaire, puis on procède avec une clé dichotomique. Donc, une clé dichotomique, c'est vraiment une clé d'identification qui va te donner deux choix. OK. Deux choix pour identifier une partie de ce que tu C'est ça. regardes? Ben, normalement, c'est ça. Les clés vont commencer, puis ils vont te donner deux choix, puis tu vas suivre des chemins juste au moment où est-ce que tu vas arriver à ton identification. Par exemple, ils peuvent te parler des antennes. Est-ce que les antennes sont plus longues que la tête, plus courtes que la tête? OK. Des fois, ben, c'est sûr que ce qui est utilisé pour identifier peut être très, très, très précis, comme le nombre de poils, la position des poils. Donc, on fait généralement ça avec un binoculaire, un microscope. OK, oui. Et il faut, dans ce cas-là, que tu aies tout l'insecte présent. J'imagine que si tu trouves quelque chose ou juste une portion, juste une patte, mais c'est plus difficile d'identifier à qui elle appartient. Oui, généralement, on n'identifie pas normalement les parties. On a des règles pour ça, pour savoir quand est-ce qu'on arrête d'identifier. Oui, Quand on dit normalement, si on a les trois quarts de l'insecte, on l'identifie, sinon, on ne l'identifie pas. on ne l'identifie pas. On parle des insectes, mais ça peut être les autres organismes aussi. Oui. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça qu'on fait en identification classique. Ben, pour l'ADN, ce n'est pas la même chose, évidemment, parce que c'est les fragments d'organismes qui sont contenus dans l'eau, finalement. Ça peut être la peau ou le mucus. Donc, c'est ça. Dans le cas de la mission ADNO, c'est dans l'eau. Ça pourrait être aussi dans le sol pour prélever de l'ADN pour d'autres organismes qui seraient dans le sol, par exemple. Et là, je comprends, au début, tu as dit que dans votre échantillonnage classique, vous frottiez les roches au fond des cours d'eau, vous passiez près des branches ou dans les plantes aquatiques. Nous, on n'a pas fait tout ça avec Mission ADNO, mais je comprends que ça, c'est l'habitat naturel là, des macro-invertébrés benthiques. Benthiques, ça le dit, ils sont au fond du cours Exactement. d'eau. Est-ce que, est-ce qu'étant donné qu'ils ne vivent pas dans la colonne d'eau, est-ce que ça pourrait poser un problème pour notre échantillonnage? Ben, disons on peut penser, dans les échantillons d'ADN, on n'a pas trouvé énormément d'organismes. On est loin du compte de ce qu'on retrouve normalement dans un échantillonnage comme nous, on le fait. Alors, on peut se poser la question, écoute, les organismes sont très petits, sont rattachés au fond. Est-ce que tu as est-ce que ça doit être plus difficile de capturer de l'ADN si tu es dans la colonne d'eau, donc tu n'es pas si près du fond que ça? Donc, Oui, c'est une hypothèse. Moi, je ne suis pas une spécialiste en ADN, mais je suis une spécialiste en macroinvertébrés. Donc, oui. c'est ce que je suppose. Mais selon les lectures, les connaissances que j'en ai, il y a plusieurs personnes qui vont faire des suivis comme de macroinvertébrés benthiques qui vont faire une autre sorte d'ADN. Ils appellent ça de l'ADN de tissu en vrac. Donc, ils vont OK. faire un échantillonnage comme nous on fait. Puis Oui. c'est la matrice, donc, le sédiment avec le sable, avec les algues et les organismes qui sont à l'intérieur. C'est ça qu'ils analysent. Donc, ils vont Pour, extraire l'ADN d'un échantillon plus vaste, là, dans lequel il y a des sédiments, il y a des petites branches, il y a du matériel organique en vrac aussi. Puis là, ils vont aller chercher toute l'ADN qu'il y a dans cet c'est échantillon-là. ça. À ce moment-là, eux autres, ils appellent ça du métabarcodé. Oui, C'est l'appellation qu'ils donnent. c'est un peu Donc, différent. ouais, c'est ça, c'est différent, mais c'est probablement pour ça que dans l'eau, on n'a pas eu des résultats qu'on aurait pu s'attendre. Finalement, si moi, j'avais pris un échantillon classique, c'est sûr qu'on aurait eu beaucoup, beaucoup plus de sortes d'organismes différents. Il y en a aussi qui vont travailler sur d'autres matrices. Par exemple, ils vont prendre des échantillons, puis ils vont analyser l'alcool qui sert de liquide de préservation à l'échantillon. Donc, ils retrouveraient de l'ADN là-dedans. Alors, c'est un petit peu ça qui s'est passé. Donc, on n'a pas eu ce qu'on aurait retrouvé dans un échantillon. Par contre, on a eu plus de choses que, justement, on retrouve dans la colonne d'eau, que nous, on ne retrouve pas.
Dans l'échantillonnage classique, vu que vous vous concentrez sur le fond C'est ça. des cours d'eau et que nous, on a pris de l'eau dans la colonne d'eau, ben, on a retrouvé plus d'organismes qui vivent dans la colonne d'eau, puis vous, vous trouvez Exactement. plus d'organismes qui vivent au fond. Bien, Exact. c'est bien. Ça fait une belle complémentarité. Puis je pense que ça va nous permettre aussi de réfléchir à nos hypothèses qu'on a fait au tout début de Mission ADNO, quand on s'est demandé quelle allait être la diversité des invertébrés trouvés. Et là, ça nous permet, avec les connaissances que tu nous partages puis ton expertise, de vraiment bien réfléchir à ce que ça veut dire, nos résultats. Puis que si on n'a pas détecté une certaine espèce, ce n'est pas nécessairement qu'elle n'est pas présente, mais c'est que la façon qu'on a d'échantillonner ne nous a peut-être pas permis de la détecter. C'est souvent ça, une des portions très importantes de protocole, c'est vraiment comment tu échantillonnes. Là. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer là, de la contamination. Est-ce que tu prends les bonnes choses pour avoir le résultat que tu veux? Alors, Oui. c'est très important quand on veut documenter une portion, admettons, de la diversité, de voir si on emploie les bons protocoles pour documenter cette section-là. Oui. Merci de nous partager tout ça. J'ai envie de savoir quand même, est-ce qu'on a réussi à en détecter quelques-uns, des macro-invertébrés, ben, tu sais, qu'avec les échantillonnages de mission ADNO? Puis si oui, ben, ça ressemble à quoi? Puis c'est quel genre de petites bébites? Bon, comme je discutais tout à l'heure avec toi, j'ai dit qu'on a trouvé de l'ADN de trucs, d'organismes qui vivent dans la colonne d'eau. Donc, on a trouvé de l'ADN de zooplancton. OK. Donc, on a trouvé quand même, en majorité, dans les résultats que j'avais, c'était beaucoup des petits crustacés, donc des copépodes, des rotifères, des cladocères. Puis eux, bon, ils vont servir de nourriture aux petits poissons, puis parfois aux plus grands. Puis, on a trouvé aussi de l'ADN d'ostracote, qui est un autre crustacé, qui, lui, va vivre. Lui, ce qui est amusant, c'est qu'il ressemble, les gens qui vont le voir vont croire que c'est une petite moule parce qu'il est vraiment bivalve, donc deux valves, OK, oui. comme une moule bleue, admettons que les gens connaissent, ou une moule d'eau douce, mais très, très petit, très, très, très petit, donc quelques millimètres. Puis là, quand on le voit, Minuscule. Quelques oui, millimètres, c'est minuscule. Ouais. ça, c'est minuscule. Tout ça, c'est assez minuscule quand même. OK. Puis lui on pourrait croire à première vue que c'est un petit bivalve, un petit pélissipode, mais on voit des petites portions qui sortent dans ses antennes, ses pattes et tout ça. Là. Donc, c'est ça, il ne faut pas se tromper finalement. Puis ceux-là, dans tous ces crustacés-là, la plupart sont, comme je le disais, plus planctoniques. Donc, ils vivent dans la colonne d'eau, mais certains de ceux-là sont quand même benthiques, peuvent être plus rattachés au fond finalement. OK. Donc, du zooplancton, plusieurs sortes, des petits crustacés, puis un petit bivalve qui. En fait, c'est pas un bivalve, mais il fait. Ah! Mais il se camoufle comme s'il était un bivalve. Est-ce qu'on a trouvé d'autres macro-invertébrés benthiques qui, eux, habituellement vivent plus au fond ou pas? Oui, on a trouvé dans la section des vers, admettons, on a trouvé des polychètes qui sont des vers annelés. On a trouvé un ver ça c'est un petit peu plus surprenant dans le sens que c'est un ver qui s'appelle Branchiura sowerbii. OK. Donc, Mhm. c'est mon latin qui n'est peut-être pas avec un accent excellent. Donc, c'est un long ver aquatique qui a plusieurs soies. Puis ça vient de 10 à 15 cm de longueur. Donc, c'est un bon verre. Oui, c'est Puis, long. ce qui est intéressant par rapport à celui-là, c'est que c'est une espèce exotique, donc qui vient des régions subtropicales. Donc, on sait qu'elle a été introduite dans les Grands Lacs. On croit que ça remonte aux années 1951. Là. Souvent par les plantes aquatiques, les gens qui ont des aquariums, ce qui est intéressant à savoir, c'est ne jetez jamais ce que vous avez dans votre aquarium dans les cours d'eau environnants. Oh, mais ça, c'est un bon conseil. C'est Donc, comme les ça. gens qui ont des aquariums, je vais le répéter juste pour être sûr que tout le monde a Oui. bien. On ne jette pas les plantes de notre aquarium dans les cours d'eau. Donc, on les jette dans la toilette? On les jette dans Ben, la poubelle? moi, je les jetterais dans la poubelle.
Parce que Dans la la poubelle. toilette, peut se ramasser dans les cours d'eau aussi, puis dépendant de la résistance de la résistance des organismes, c'est pas juste pour les plantes, c'est pour aussi les organismes animaux, là. Oui, Entre autres, il y a beaucoup d'introductions de gastéropodes qui viennent des aquariums domestiques, ça, des gastéropodes, endroits où c'est. est-ce qu'on retrouve des poissons rouges, là, ben ça aussi, ça vient. Oui. Ouais, donc pas de poisson rouge, puis gastéropodes, c'est la grande famille des escargots. Hein? Tout ce qui ressemble Oui, à. c'est ça, c'est tous Ouais. les escargots. Mais Souvent, il y ça, on en n'en a met dans pas. les aquariums domestiques. Ah, Donc, donc, à faire attention parce que c'est comme ça qu'on met en péril nos propres espèces finalement, parce que souvent, ils vont prendre les niches écologiques des espèces qui sont d'ici, qui sont oui. implantées ici. C'est ça. C'est pour ça que c'est Donc, important de les surveiller. Puis là, tu nous parles d'un ver, justement, qui est une espèce exotique qu'on a ouais. retrouvée grâce aux échantillonnages de missions ADNO. Donc, on surveille les espèces introduites hein, pour pas qu'elles se répandent un peu partout puis qu'elles gagnent du terrain. Oui, donc le comportement de toute la population est vraiment appelé à bien cerner cet enjeu-là. Donc, comme on dit, c'est tout simplement, bon, jetez vos affaires à la poubelle. Oui, parfait. Bien compris. Mais c'est merci de nous le dire. Puis à part le verre, parce que là, un long verre de 10 à 15 centimètres, ça fait une image un peu dans ma tête. Est-ce Oui, qu'on. on a trouvé d'autres choses. On a trouvé d'autres choses. Ce qui est souvent dans tous ces milieux-là, il y a beaucoup de diptères chironomidés, donc c'est ce qu'on appelle des moucherons. C'est pas des mouches qui piquent, c'est OK. des mouches qui ne piquent pas. Puis on a trouvé une des espèces, entre autres, qui habite les éponges d'eau douce. Donc, ce que Ah, les gens ne savent pas souvent, c'est que des éponges, c'est pas seulement en eau salée, il y en a dans l'eau douce. ben oui, c'est vrai que c'est intéressant. Puis là, toi, tu nous dis qu'il y a une espèce de moucheron qui vit dans l'éponge. Dans l'éponge, c'est ça. Ça Wow! fait que ça, on a retrouvé ça. Puis des éponges d'eau douce, dans plusieurs échantillons, on a retrouvé de l'ADN des éponges d'eau douce aussi. Donc, ça concorde finalement, là. Oui. Donc, c'est ça. Puis, ce qui est le fun, ben, les éponges qu'on voit sont souvent de couleur verte. Puis, la coloration, c'est vraiment dû à une algue qui vit sur l'éponge. Ah, Quand ces éponges-là se retrouvent à l'ombre, on va dire, ou pas exposées à la lumière, ben souvent, elles vont être plutôt beige, c'est beige jaunâtre, admettons. Là, elles seront pas vertes finalement. Ça fait que le vert est vraiment dû à l'algue qui est sur l'éponge. puis l'algue a besoin du soleil pour faire de la photosynthèse. Donc, Oui, elle est verte juste elle est si elle verte. est au soleil. Eh bien, on Oui. apprend tellement de choses. Merci, Julie, de nous partager tout ça. Est-ce que tu as d'autres découvertes surprenantes à nous partager? Ben, en fait, on a trouvé des ides. L'an dernier aussi, on avait trouvé des ides qui sont souvent dans la colonne d'eau parce que souvent, sur les tiges, admettons, de plantes, souvent les ides vont se positionner sur les tiges de plantes. Donc, un risque quand même d'ADN dans la colonne d'eau qui est assez élevé. Donc, Oui. on a retrouvé de l'ADN d'hydre. Ben, ce qui est intéressant au niveau des hydres, ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment comme un. Ben, il y a des tentacules, c'est comme un petit corps avec des tentacules, puis les tentacules peuvent attraper des proies, puis eux, ils ont un venin pour capturer leur proie finalement. Puis souvent, ben souvent, on va les trouver dans les cours d'eau qui sont plus lents, mais il y en a aussi dans les rivières. Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'hydre, si tu la coupes en petits morceaux, ben tu vas refaire des hydres. Alors, à partir Donc, d'une hydre, tu peux en faire plusieurs. même si c'est juste un morceau de C'est ça. tentacule, Oui, elle se régénère. wow! Je sais que tu nous en as parlé l'année passée. J'invite les élèves qui nous écoutent là, à aller faire des recherches plus approfondies sur les hydres. C'est vraiment chouette. Un petit corps cylindrique, puis qui termine par plein de tentacules prédatrices avec du venin. Puis si on coupe des portions d'hydres, ben, ils refont chacun un hydre complet. Moi, je trouve ça fantastique. Oui, c'est fantastique, tout ce qui arrive dans la nature finalement. Puis on Oui, pourrait finir avec la partie qui, moi, est vraiment plus mon dada, c'est les insectes aquatiques, parce que souvent dans les cours d'eau, dans les rivières, c'est souvent la portion la plus importante, c'est des insectes. OK. Donc, des insectes, comme on a dit, ça peut être des insectes sous forme larvaire, donc
qui vont naître dans l'eau et qui vont être ailés par la suite. Il y a des Oui. insectes qui vont passer toute leur vie, même la vie adulte, dans l'eau. Donc, OK. c'est ça, on a trouvé quelque chose que les gens connaissent bien, mais savent peut-être pas que ça naît dans l'eau. C'est les odonates dont on parle des libellules ou des demoiselles. Tu es en train de nous dire que le stade larvaire, une libellule, ça commence sa vie dans l'eau? Oui, exactement. Toutes les Wow! libellules naissent dans l'eau. Donc, nous, on a retrouvé une demoiselle. Je ne sais pas si les gens connaissent la différence est-ce que tu le sais, toi, Noémie, comment Je reconnaître les libellules et les demoiselles? je suis pas certaine, mais mon hypothèse, ce serait que les libellules sont un peu plus grosses. Dans ma tête, je les imagine avec des un peu plus gros yeux aussi. Puis les demoiselles, j'ai l'impression que c'est les petites bleues scintillantes, là, ou vert scintillantes, des fois qu'on voit près des cours d'eau. Mais c'est juste une hypothèse. Est-ce que je suis dans le champ? Ben, t'es assez bonne quand même. Oui, oui, oui. Les libellules sont généralement beaucoup plus grosses et les demoiselles plus petites. Puis lorsqu'ils sont au repos, admettons qu'ils sont posés sur une plante, les libellules vont avoir les ailes à l'horizontale, tandis que les demoiselles vont avoir les ailes à la verticale, donc collées au-dessus d'eux, si Ah! on veut. Fait que Fait ça, qu'il c'est faut une les, façon facile de reconnaître. fait qu'il faut les observer quand ils sont posés. Les ailes à l'horizontale, libellule, les ailes à la verticale, demoiselle. Je vais m'en souvenir. Je vais m'en souvenir. Bon, alors, donc, parmi les odonates, ce qu'on a trouvé, c'est de l'ADN de Ischnura. Donc, c'est une sorte de demoiselle. Comme on a dit, les larves sont aquatiques. Oui. La femelle, elle va descendre, elle va finalement aller sur une plante, elle va descendre le long de la tige, puis elle va pondre ses œufs dans l'eau le long de la tige. Donc, les œufs vont donner des larves aquatiques. Puis, ben, on reconnaît les larves grâce à un masque, ils ont comme un masque rétractable qui leur sert à attraper des proies. Donc, Sur le visage, donc oui, sur c'est leur ça, tête. exactement. La larve, on la met sur le dos, on lui regarde le visage par en dessous, puis elle a un masque qui se OK. déploie pour attraper des proies. Donc, bon, évidemment, une grande partie de leur vie, c'est ça qu'elles font manger. Puis, Oui. elles finissent, bon, il y a différentes mues, puis après ça, elles finissent par être assez grandes, assez matures. Puis là, à ce moment-là, ils vont sortir de l'eau, elles vont Oui. se laisser sécher. Puis souvent, elles vont, finalement, l'extérieur, le dos va fendre, Mhm. puis l'adulte va sortir par là. Donc, à l'intérieur de la larve, il y a une adulte en préparation qui va sortir, qui va Oui. voler, aller se faire sécher, et puis ben, le cycle va recommencer. Un peu comme ce qu'on connaît avec les chenilles et les papillons. On a cette image-là, on le connaît bien. La chenille va s'envelopper dans un cocon, puis ensuite le cocon va fendre, puis le papillon sort. Puis là, je vois des similarités là, avec la larve de libellule où sur le dos, ça va fendre, puis ensuite il y a la libellule ailée qui va sortir, ou la demoiselle ailée qui va sortir. C'est ça, mais c'est sa propre peau finalement qui va fondre, tandis que dans ton exemple de papillon, ben là, ils vont faire un cocon qui vont Oui, se transformer à l'intérieur du cocon. Donc, il y a des ressemblances, mais c'est aussi un petit peu différent. parfait. Puis dans les autres insectes qu'on a retrouvés, on a retrouvé des éphéméroptères, donc, bon, deux sortes, Canis poditus, ça c'est leur petit nom. Mhm. Puis les larves, encore là, les éphéméroptères, c'est exclusivement aquatique. Alors, quand je disais tantôt que les gens, souvent, bon, vont savoir, bon, vont connaître un petit peu les insectes qu'ils voient autour d'eux, Oui. mais ignorent souvent que la vie a commencé, leur vie a commencé dans l'eau, finalement. Ceux-là, on les appelle les mouches de mai, puis on les voit souvent sous forme adulte au printemps ou au début de l'été. Alors, ils peuvent vivre dans l'eau de quelques mois à quelques années. Puis, c'est entre autres très, très apprécié des poissons, donc des truites qui vont manger des éphéméroptères. Donc, on parle des larves. Là, souvent, ils essayent d'imiter des éphémères. Ah oui, on en a parlé un peu tantôt. Donc, Oui, c'est on ça. est là, sur l'imitation des mouches pour la pêche. Donc, on imite des éphéméroptères. Donc, j'invite aussi ceux qui nous écoutent à aller voir une image, peut-être, d'un Oui, éphéméroptère, à quoi ça ressemble.
Oui, il y a plein d'images sur le net, vous allez en trouver sans problème. Oui, Donc, le troisième insecte qu'on a retrouvé, dont on a retrouvé l'ADN et qui vit dans l'eau, que je savais qu'il vivait dans l'eau, parce qu'on va parler aussi que des fois, on a des choses qui ne sont pas censées être là dans l'ADN, qu'on sait qu'ils ne sont pas dans l'eau finalement. oui. C'est un trichoptère. Donc, un trichoptère, bon, les larves sont à peu près exclusivement aquatiques. Puis, il y a plusieurs larves de trichoptères, comme celle-là qu'on a trouvée qui s'appelle Pycnopsis, qui font des étuis. Donc, ils font des étuis avec la soie. Alors, c'est un peu OK. comme des araignées, si on veut, qui font de la soie. Alors, ils ont de la Oui. soie qui peuvent sortir par leur bouche, si on veut. Puis, avec cette soie-là, ils vont lier des, euh, des végétaux, donc des aiguilles ou des morceaux de feuilles, des choses comme ça, ou bien des trucs plus comme des roches ou du sable. Puis là, ils vont Oui. se faire des petits étuis. Puis c'est très particulier parce que chaque espèce, souvent, a son étui avec les matériaux qui sont particuliers à eux. À, Donc, à on peut son les espèce. reconnaître avec leur étui souvent. Il y en a certaines espèces qui ne font pas d'étui, là, mais il y a beaucoup Oui. de trichoptères qui font des étuis. Puis on va les trouver, les trichoptères, on peut les trouver sous forme de larves, mais on peut aussi les trouver sous forme de nymphes. Alors là, on revient à ton papillon. Ah oui. Donc, Alors là, c'est et ça. qu'est-ce que c'est la forme de nymphe? C'est La une forme espèce de de nymphe, cocon? finalement, ça va être comme les papillons, elle va être enfermée dans un cocon où est-ce qu'elle va se transformer en adulte, comme tes papillons finalement. Puis Oui. l'adulte, lui, va être terrestre. Alors, OK. ça fait le cycle un petit peu. Puis, ben, dans les espèces terrestres, On en a trouvé quelques-unes, hein? on a trouvé quelques-unes. Quelque chose, la mouche domestique. Ah, La la mouche domestique, fameuse mouche. c'est ça. Fait que là, on a trouvé de l'ADN de mouche domestique. On a trouvé de l'ADN de canard, de bernache et d'humain. Oui, évidemment. Alors, est-ce que ça venait des échantillonneurs ou bien ça peut être de l'ADN humain qui était dans l'eau aussi? Ça, on ne sait pas. On ne pourra pas le savoir, non. Mais c'est ça l'importance, tu nous en as parlé un peu tantôt, hein, mais d'avoir des blancs, hein, des blancs de terrain. Quand on fait l'échantillonnage, je te dis comment c'était important de réviser notre protocole puis de s'assurer que notre protocole était vraiment en lien avec ce qu'on avait envie de chercher, puis d'éviter la contamination. Dans Oui, la la contamination, contamination. les élèves ont fait un blanc terrain. Leur blanc, c'était de l'eau distillée qu'ils devaient amener sur le terrain, qui ont dû filtrer en classe. Puis nous, on a refait aussi l'équivalent dans le laboratoire, dans les phases d'amplification et de séquençage pour s'assurer qu'il n'y avait pas de contamination. Mais que de l'ADN humain, ça se peut qu'on Oui, en, qu'on en c'est très retrouve. possible. C'est très Oui, possible. Les blancs, comme tu dis, c'est très important parce que souvent, c'est là que tu peux améliorer tes protocoles aussi. Si tu vois que systématiquement, des problèmes de contamination avec des blancs, mhm. refais ton chemin pour voir qu'est-ce qui s'est passé. C'est un petit peu le but de faire des blancs. Oui, oui, exactement. S'il y a eu de la contamination, de se poser la question, ça vient d'où, puis de peut-être refaire le C'est ça. protocole. Hey, mais c'était tellement intéressant. Julie, merci de ton temps, de nous avoir expliqué autant de choses. Moi, j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses. Je vais retenir le truc pour les libellules, ça, c'est sûr. Puis là, ça m'intéresse aussi d'aller voir les différents étuis des trichoptères. J'ai envie, je vais passer quelques minutes sur les internets, aller, aller voir des images des macro-invertébrés benthiques. Mais je tiens à remercier. Encore, c'était super intéressant. Merci de nous avoir expliqué tout ça, d'avoir partagé tes observations, tes analyses, tes connaissances avec nous. Et que j'espère que les élèves vont avoir appris autant de choses que moi, ceux qui nous écoutent. Puis merci beaucoup encore, Julie. Ça fait plaisir. Bye bye. Bye.